70, le deuxième était le... Bonjour à tous. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre invitation. C'est avec un immense plaisir que je viens vous exposer mon diagnostic et mes propositions ici à Station F, dans ce magnifique campus de start-up. Je veux vous le dire, je vous admire plus encore quand je vois les conditions économiques dans lesquelles vous travaillez. Le système français ne vous facilite guère la tâche. La fiscalité, les taxes, les réglementations nationales et européennes sont autant d'obstacles sur le chemin de votre réussite. D'autres que vous auraient baissé les bras, mais vous êtes persévérants, vous avez décidé d'imaginer, d'inventer, de créer, d'embaucher, et vous y parvenez. C'est particulièrement vrai pour nos industries méprisées, délaissées pendant de trop longues années par nos élites politiques. Vous avez cependant continué à produire en France, malgré les normes toujours plus contraignantes, malgré les taxes toujours plus importantes. Je tiens à saluer l'action des chambres de commerce et d'industrie qui ont contribué à être des soutiens indéfectibles de tout notre tissu économique dans toutes les régions de France. Je sais que les CCI ont pris ainsi le temps d'appeler une par une les 30 000 entreprises industrielles pour leur expliquer comment le plan de relance pouvait les aider. C'est là une preuve remarquable de votre immense contribution au service de notre économie. On oublie à quel point les grèves du début du quinquennat, dont Emmanuel Macron était responsable, ont déstabilisé vos entreprises dans le tourisme, l'événementiel ou encore les transports. Le président Macron a ensuite provoqué le chaos de la crise des Gilets jaunes qui a largement déstabilisé de très nombreux secteurs économiques. Enfin, cette crise épidémique mondiale durant laquelle le gouvernement n'a pas su faire autre chose que dépenser un argent qu'il n'avait pas pour juguler une crise qu'il ne maîtrisait pas. Bien sûr, et heureusement, l'État a été à la hauteur des attentes pour les aides accordées aux entreprises dans cette période exceptionnelle. Encore heureux. On vous a empêché de travailler et de produire. Cette stratégie gouvernementale des confinements à répétition a, je le sais, déstabilisé vos entreprises, démotivé certains de vos salariés et alourdi artificiellement votre bilan de dettes dont vous n'aviez pas besoin. Emmanuel Macron n'a pas tenu ses promesses et n'a rien réformé en profondeur pendant tout son quinquennat. Quelle grande réforme fiscale a été mise en place depuis 4 ans? À 6 mois des élections, Bruno Le Maire se réveille et commence à parler de baisse d'impôts, de production et de réindustrialisation. C'est une très bonne nouvelle, mais un peu tard. 4 ans d'inaction ont mené le pays dans une situation économique jamais vue. Le déficit de notre balance commerciale a atteint un niveau record de 85 milliards d'euros en 2021. La dette publique française s'élève à 2 950 milliards d'euros. La position extérieure nette de la France est déficitaire de moins 695 milliards d'euros. Pour vous donner un point de comparaison, la position extérieure nette de l'Allemagne est excédentaire de 2 770 milliards d'euros. Il y a dans notre pays plus de 6 millions de chômeurs et notre PIB peine à rattraper son niveau d'avant le Covid. Depuis des mois, je rencontre des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises partout en France. Ils me disent inlassablement la même chose, que l'État nous laisse créer, travailler, embaucher, développer. Nous en avons assez des innombrables normes, des contraintes liées à l'organisation du travail, des contrôles incessants de l'administration qui nous font perdre un temps fou. Tout ce temps perdu, c'est du temps où vous ne développez pas votre entreprise, vous ne recrutez pas, vous ne réfléchissez pas à votre stratégie, à votre expansion, mais vous répondez au courrier de l'administration fiscale. Je le sais, les entrepreneurs ne demandent pas d'aide, ne veulent pas de subventions. Ils veulent que l'État restaure leur rentabilité en ôtant des charges, normes, règlements, qu'elles subissent en plus de celles de leurs voisins allemands, suisses, italiens ou espagnols. Il s'agit simplement de les mettre dans les mêmes conditions que celles de leurs concurrents étrangers. Sinon, c'est injuste, sinon, vous ne pouvez pas lutter. Alors, avec vous, je veux regarder l'avenir pour agir vite et avec courage. Je pense que nous assistons à la fin de la mondialisation heureuse sur fond de tensions géopolitiques.
La pandémie a mis en lumière l'extrême fragilité de nos chaînes d'approvisionnement globales et la trop grande dépendance de notre pays. Je sais que souveraineté n'est pas un gros mot pour vous. Dès février 2019, un an avant la pandémie, le MEDEF avait créé, à l'initiative de son président Geoffroy de Beauzieux, un comité souveraineté et sécurité des entreprises françaises. C'est un beau lapsus, non? Merci à lui, il a peut-être de beaux yeux, mais il s'appelle Bézieux. Face à l'extraterritorialité du droit américain, des ambitions de la Chine, des attaques informatiques, les entreprises françaises ont besoin de notre soutien dans cette compétition économique mondiale, j'en suis convaincu. C'est pourquoi je propose un ensemble de mesures pour nous lancer à la reconquête de notre souveraineté économique. La commande publique représentait 200 milliards d'euros en 2019, soit 8% du PIB. C'est une manne fantastique pour nos entreprises. Or, nous apprenons régulièrement que l'administration a passé commande auprès d'un groupe étranger pour tel ou tel produit ou service. C'est absurde et irresponsable. L'argent du contribuable doit privilégier en priorité nos entrepreneurs et nos travailleurs. J'exigerai donc la mise en place sous 2 ans d'un mécanisme de commande publique européen permettant à chaque État d'en réserver une part à ses entreprises nationales. Si nous n'obtenons pas gain de cause, je mettrai en place ce dispositif en France. Mais je veux également protéger nos entreprises en réorientant l'argent du livret A qui finance le logement social. Je ferai en sorte que l'Agence des participations de l'État devienne un véritable fonds souverain qui protège davantage nos entreprises stratégiques. Il faut d'urgence combler notre retard sur les Anglais, les Américains, les Norvégiens, en fléchant de l'argent français au capital de nos entreprises. Nous lutterons aussi contre l'extraterritorialité du droit américain en négociant des mesures de rétorsion au niveau français et européen. Ainsi, pourront être mises en place des sanctions commerciales automatiques envers les produits américains pour compenser en montant les amendes imposées à nos entreprises. Enfin, nous jetterons les bases de notre souveraineté numérique en faisant émerger des solutions françaises souveraines dans le cloud et la cybersécurité notamment. Afin de remplir les carnets de commandes, nous imposerons par la loi que les données sensibles des Français et de l'État soient stockées sur ces solutions françaises souveraines. Jusqu'à quand devrons-nous utiliser Google, Microsoft ou Amazon pour traiter les données de nos ministères? Vous l'avez compris, mon plan de reconquête de notre souveraineté économique repose sur un équilibre entre protection de nos entreprises et attractivité de notre économie. Pour renforcer cette attractivité, ma priorité absolue sera de restaurer la compétitivité de nos entreprises, toutes nos entreprises, de la plus petite à la plus grande. Il faut donc vite baisser la fiscalité qui pénalise l'activité économique et redonner de l'air aux entreprises. Je le répète, il n'est pas normal que l'État taxe les entreprises avant le premier euro de bénéfice. C'est la raison pour laquelle je compte baisser de 30 milliards d'euros les impôts de production qui frappent les entreprises en supprimant en priorité la C3S et la CVAE. Ce sont des impôts injustes, sans aucune logique économique. Ces impôts de production ont été responsables de la mort de beaucoup de nos entreprises. Face à l'urgence, nous créerons des zones franches industrielles sur le modèle des zones franches urbaines pour recréer de l'activité dans les territoires sinistrés par la désindustrialisation. Pas d'impôt de production et pas d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans pour toute industrie qui s'installe dans ces zones. Enfin, de nombreux entrepreneurs me parlent de leur hantise des seuils. Il n'est pas normal que certains préfèrent garder des entreprises à 49 salariés pour ne pas ajouter de contraintes administratives et sociales. C'est pourquoi je propose de relever le seuil de consultation du CSE de 50 à 250 salariés, hormis les œuvres sociales et culturelles que l'on conservera pour les entreprises de 50 salariés. Je veux que nos entreprises puissent grandir sans être ralenties par les normes et les seuils. S'agissant des normes, justement, nous mettrons fin à la surtransposition dans notre droit
des directives européennes pour ne plus pénaliser nos entreprises et nous mettrons en place un haut commissariat à la simplification administrative qui sera en charge de piloter la rectification, la recodification intégrale du droit français. Nous réduirons le nombre de codes et nous limiterons ces codes à leurs principes fondamentaux dans l'esprit de leur origine. L'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi pourra enfin retrouver du sens. La reprise en main de notre souveraineté économique et la restauration de notre compétitivité doivent servir l'objectif que nous partageons tous ici, j'en suis sûr, la réindustrialisation de notre pays. Je veux refaire de notre pays une terre d'industrie, rebâtir une industrie forte dans une France souveraine. En 30 ans, nous avons perdu 1,3 million d'emplois, excusez-moi. Il va falloir conclure, Éric Zemmour. Il va falloir conclure. Comment ? Il va falloir conclure cette partie-là. On posera après des questions. C'est 10 minutes, c'est le Ah tarif. oui, mais il me reste encore un peu de temps là quand même. C'est le tarif. Ouais, je suis désolé, mais là, il faut que j'ai un peu de temps. Quand même. On va poursuivre avec les questions, mais c'est 10 minutes. Non, parce que là, il faut que je continue. Ben, il faut que tout le monde... il faut respecter les règles. Oui, mais... vous êtes d'accord ? Je respecte la règle, mais là, il me reste un peu de temps encore. Ben, je gratte 5 minutes. À cela s'ajoute l'effondrement de notre balance commerciale. L'an passé, la France a importé pour 85 milliards d'euros de plus qu'elle n'a exporté. Ce déficit commercial structurel dans lequel la France s'est enfoncée est une gigantesque consommation à crédit. Je ferai en sorte que l'État accompagne les filières industrielles plutôt que de les étouffer. C'est pourquoi nous créerons un grand ministère de l'industrie regroupant industrie, commerce extérieur, énergie, transport. Éric Zemmour, je vous propose de me rejoindre. On va poursuivre sur la thématique. Il y a plein d'autres choses. Non, mais là, c'est pas possible. Non, mais c'est pas ça, c'est que après. Non. Après, on va. Je vais être accusé d'inéquité. Je vais aller vite. Je veux supprimer les droits de transmission et de dotation de transmission des entreprises familiales. Je veux rétablir le dispositif IFI-PME. Je veux un financement français pour les entreprises, en particulier pour les start-up. Je veux autoriser la mise en place de classes d'action à droit de vote différenciées pour les introductions en bourse sur la place de Paris. On peut rentrer dans le détail de tout ça ensemble maintenant, si vous voulez. Parce qu'il y a des propositions qui méritent qu'on les creuse. On va les creuser ensemble. Ok, c'est assez pénible parce que là, on n'a pas le temps. Oui, mais les règles sont les règles, vous savez. Venez, Éric Zemmour, on va poursuivre. Je vais noter, et puis je vous laisserai de non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc je veux dire aussi que je veux favoriser la hausse du salaire net sans affecter le salaire brut. Pour cela, j'ai beaucoup de mesures, par exemple le développement de la participation, et parce que je pense que le salaire net est trop bas et que le salaire brut est trop élevé. Je veux aussi permettre une prime zéro charge. Voilà. Je finis. Les entreprises françaises ont besoin de liberté, d'ordre et de stabilité. Grâce à ces entrepreneurs, la France n'a pas dit son dernier mot. Vous êtes nombreux à incarner une France conquérante, une France puissante, une France forte. Demain, j'aurai besoin de chacun d'entre vous pour mettre en œuvre ce programme économique de reconquête. Je vous remercie. Éric Zemmour, ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans le détail. Je ne m'inquiète pas. Par exemple, justement, parlons de pouvoir d'achat, parce que j'ai des questions. Les propositions de votre programme, on les connaît. La possibilité d'avoir une prime jusqu'à 3 mois de salaire sans taxe, des heures supplémentaires aussi détaxées et défiscalisées, la suppression des cotisations salariales sur les plus bas salaires pour augmenter le salaire net. Est-ce que vous avez chiffré, par exemple, ce paquet de baisse de charges et qu'est-ce que ça implique en termes de financement de la sécurité sociale si vous lui prenez toutes ces ressources? Alors, je ne lui prends nullement toutes ces ressources. On va développer puisque je n'ai pas pu le faire. D'abord, il faut bien comprendre que la sécurité sociale et globalement les dépenses sociales sont énormes, colossales, démesurées. Nous sommes les recordman du monde des dépenses sociales, plus de 800 milliards d'euros par an. Donc il y a deux tabous. La droite dit il faut, parce que maintenant elle n'ose plus le dire, il faut réduire la protection sociale de tous. La gauche dit c'est pas grave, on va continuer à s'endetter. Moi, je dis
il ne faut plus continuer à s'endetter à cause de la protection sociale. Il ne faut pas réduire la protection sociale des Français. Il faut donc cesser d'ouvrir le modèle social français au monde entier. Donc, ce que je vais faire, c'est que, avec moi, la solidarité nationale redeviendra la solidarité nationale. C'est-à-dire qu'il y a, vous le savez bien, les prestations sociales qui correspondent à une contribution, la retraite, la sécurité sociale, on a cotisé en tant que salarié, etc. Et puis, il y a des prestations sociales qui ne correspondent à aucune contribution. Les allocations familiales, le RSA, les allocations logement, etc. Ça, désormais, ça sera réservé aux Français. Donc, avec ça, je fais une économie de 20 milliards d'euros. C'est comme ça que je finance largement, puisque ça ne coûtera, selon nos calculs, entre 11 et 15 milliards, la baisse de la CSG pour les salaires de moins de 2 000 euros. Par ailleurs, pour le reste, il y a travailler plus pour gagner plus, heures supplémentaires. On n'enlève rien à la sécurité sociale, puisqu'il ne va pas y avoir. D'autre part, la prime zéro charge. Là aussi, vous savez, on me dit souvent, il ne va plus y avoir d'augmentation de salaire. Et donc, la sécurité sociale sera obérée. Il faut savoir que depuis 20 ans, la moyenne des augmentations de salaire a été de 0,6% par an. Donc, en vérité, il n'y a pas d'augmentation de salaire. Donc là, ça permettra aux patrons de vouloir vraiment récompenser quelqu'un de méritant qui travaille et sans que ça lui coûte pratiquement autant en charge. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous donnez une prime de 5 000 euros, vous avez 4 000 euros de charge sociale. Donc c'est pour ça que les patrons ne le font pas et que donc les salariés méritants ne sont pas récompensés. Moi, je veux résoudre cette quadrature du cercle. Voilà. Pareil pour la participation. La participation vieille idée gaulienne qui correspond tout à fait à ma philosophie, c'est-à-dire qui refuse la lutte des classes. Il n'y a pas de lutte des classes entre les salariés et les patrons. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on facilite et on simplifie et on permet à tous les salariés de profiter de leur participation sans des conditions qui rendent la chose incompréhensible et qui en plus font que personne ne touche son argent ou presque. Voilà, vous voyez, c'est assez cohérent. Le principe est simple. Le salaire net est trop bas, le salaire brut chargé est trop haut. Donc entre les deux, il faut trouver toutes les solutions pour permettre une meilleure rémunération des salariés sans alourdir les charges des entreprises. Alors, vous avez beaucoup parlé de protectionnisme et de production nationale. J'ai une question. Éric Zemmour, pensez-vous que vous allez pouvoir instaurer des mesures comme des sanctions ou des limitations d'importation sans contre-mesure de la part des USA ou de la Chine? Je ne vous ai jamais dit que j'établirais des limitations d'importation. J'ai dit simplement que je cesserai désormais de signer sans fin des traités de libre-échange européens. Pas la même chose. Deuxièmement, j'ai dit que je proposais et que j'aimerais que soit enfin établie cette fameuse taxe carbone aux frontières européennes. Ça fait 15 ans que j'entends ça et que personne ne le fait. Ce que je dis, c'est que je veux permettre aux entreprises françaises de bénéficier de la commande publique française, d'État. Moi, ça me paraît aberrant que la commande publique permette à des groupes étrangers de soumissionner en France et de gagner de nombreux combats, si j'ose dire. Tout ça parce qu'on est toujours là à privilégier le prix le plus bas, sans voir qu'il y a des conséquences derrière. Il y a des emplois, il y a tout ça. Donc je suis désolé, je vais demander, d'ailleurs j'ai pris l'idée à un ancien ministre de Sarkozy, Yves Gégaud, qui propose ça. Il dit on devrait réserver 25% de la commande publique à des groupes nationaux. Ça s'adresse aux autres, les autres peuvent le faire aussi. Ça sera une réglementation européenne. On peut aller même jusqu'à 50%. Moi, je propose qu'on aille jusqu'à 50%. Mais au moins, on protégerait nos entreprises publiques. Et, parce que j'en ai discuté avec des entrepreneurs qui me disaient qu'ils n'avaient pas réussi à grandir parce que la commande publique d'État ne les avait pas aidés, et à des entreprises naissantes ou en pleine croissance qui ainsi pourront grandir. Vous savez, les Américains, les Allemands ne s'embêtent pas, ils le font. Hein, les Allemands le font très bien, il y a une solidarité. L'État allemand ou les régions allemandes donnent aux entreprises allemandes la priorité. Alors évidemment, ils sont plus malins que nous, ils ne le disent pas.
Voilà. Autre question, alors que nous allons vers le plein emploi, en tout cas que le taux de chômage n'a jamais été aussi bas et que toutes les entreprises sont à la recherche de talents, pourquoi voudriez-vous priver notre économie de l'apport essentiel des travailleurs étrangers? Et d'ailleurs tout à l'heure, dans Good Morning Business, on recevait la directrice de Station F, Roxana Varza, et qui disait que les startups, aussi les jeunes pousses françaises, avaient besoin des talents étrangers. Écoutez, voyons les choses globalement. Sur les 275 000 étrangers qui ont des titres légaux, il y a 12% qui viennent pour travailler. Vous voyez, ça remet les pendules à l'heure. 12% sur 275 000. Et je ne vous parle pas des 140 000 droits d'asile qui s'ajoutent à cela, puisque, comme vous savez, on déboute 80% de ces demandeurs, mais ils ne partent jamais. Ou 10% en partent seulement. Donc, vous voyez, tous ces gens ne viennent pas pour travailler. Donc déjà, si ces gens ne venaient plus, ça allégerait considérablement la facture de la France. Et c'est ce qui se passera quand je serai élu. Maintenant, vous me dites, ils ont besoin de talents. D'abord, je pense qu'il y a des talents en France. Et que pour les avoir, il faut les former, il faut mieux les former, et il faut aller les chercher. Déjà, je vous assure que je suis sûr qu'on réglera une grande partie du problème. Deuxièmement, j'ai discuté, vous savez, j'étais la semaine dernière dans une entreprise vraiment à la pointe, Ledger, dans la pointe, crypto-monnaies. Les crypto-monnaies. Et je leur ai demandé, et eux utilisent effectivement des étrangers, mais ils les utilisent chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont des filiales. Ils ont des filiales à Londres, ils ont des filiales à Amsterdam, ils ont des filiales je sais où. Et là, ils prennent des travailleurs étrangers. Moi, je trouve ça très bien. Chez eux, pas chez nous. Pourquoi pas? Parce qu'on en a beaucoup trop. Moi, j'estime que le problème majeur de la France, c'est l'immigration. J'estime que nous sommes... Même de main-d'œuvre qualifiée? Ah oui, mais même de la main-d'œuvre qualifiée, même de la main-d'œuvre super qualifiée. C'est pas mon problème, je n'ai rien contre ces gens. J'estime, pour l'avenir de la France, que nous devons arrêter toute immigration. Donc voilà, nous savons très bien que l'immigration est en train de détruire notre pays, qu'il y a un problème majeur, que nous avons des enclaves étrangères qui ne sont plus en France, que nous avons une islamisation du pays qui est très grave. Et je pense que les chefs d'entreprise ont tout à fait conscience de cela. Vous savez, les chefs d'entreprise ne sont pas seulement des chefs d'entreprise, ils sont aussi des citoyens, ils sont aussi des parents qui ont peur que leur fille, dans 20 ans, soit voilée. Ils sont aussi des enfants qui sont agressés. Ils ont aussi des parents qui n'osent pas sortir avec leur collier parce qu'elles se font voler. Vous voyez, moi je pense que les chefs d'entreprise sont des êtres humains et des citoyens français. Et donc je suis sûr qu'ils entendent tout à fait ce que je dis. Alors des questions très concrètes. Je suis fonctionnaire et il m'est interdit de créer une entreprise. Pourriez-vous assouplir cette règle afin de favoriser la création de richesses et d'emplois, me dit cet auditeur ou auditrice? Je vous avoue que je ne sais pas, j'imagine qu'il y a le statut d'auto-entrepreneur pour cela, mais c'est vrai qu'en étant fonctionnaire, ils ont normalement l'obligation de travail à plein temps. Donc je ne vois pas comment ils auraient eu le temps de créer une autre entreprise à côté. Alors, autre question concrète, puisque vous avez parlé des cryptos et des NFT il y a quelques jours. Allez-vous légaliser le Bitcoin comme le Salvador, alors je cite, pour nous protéger contre le hold-up des banques centrales sur nos économies? Non, mais la question est là, elle est un peu loufoque, mais j'ai bien, en visitant cette entreprise, j'ai un peu mieux compris le système des bitcoins, 8% etc. des Français ont des crypto-monnaies. Absolument, et c'est plus, si vous voulez, c'est plus complexe qu'une image, qu'une vision un peu caricaturale la présente. Il y a effectivement une crainte que la politique des banques centrales européennes, américaines et japonaises de déverser comme ça des sommes astronomiques, un argent fou, finissent par faire repartir l'inflation, une inflation importante, et donc réduisent la valeur de ces monnaies. Et donc on voit bien que effectivement les bitcoins ne sont pas seulement pure spéculation, ils correspondent aussi à une hantise, une espèce de nostalgie de l'or, vous savez, d'une monnaie comme ça qui ne pourrait pas être entamée par des politiques de banque centrale trop expansionnistes. Alors, autre question, c'est une réaction à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la main-d'œuvre qualifiée immigrée. Éric Zemmour, que proposerez-vous donc aux entrepreneurs et fonds étrangers qui viennent à l'aide de la France et de son rayonnement économique? Les entreprises qui viennent reprendre des entreprises françaises qui créent de l'emploi, elles sont les bienvenues. En revanche,
je serai beaucoup plus sourcilleux que Emmanuel Macron sur toutes les entreprises étrangères qui veulent racheter nos entreprises pour prendre nos savoir-faire, etc. Il y a deux choses différentes. Il y a créer des usines, des entreprises, de l'emploi en France, ça oui, mais il y a aussi acheter nos entreprises qui sont, on l'a vu avec Alstom, on l'a vu avec Technip, on l'a vu avec Lafarge. Je suis désolé, moi j'aurais une politique beaucoup plus sourcilleuse, c'est-à-dire que j'appliquerai la loi. La loi existe, mais je me suis renseigné, Bercy ne l'applique jamais. Elle l'a appliquée une fois pour une entreprise de vision nocturne dans la défense contre une société américaine qui voulait racheter une société française. C'est peu. Moi, je pense qu'il faut l'appliquer plus. Vous savez, nous avons une différence de vision avec Emmanuel Macron. Pour Emmanuel Macron, la France n'est qu'un territoire. Et la propriété, la nationalité du propriétaire n'a pas grande importance. On a vu quand il a vendu à l'époque de François Hollande Alstom et les centrales nucléaires, les Arabelle, vous savez, pour l'énergie nucléaire. Et maintenant, il se précipite pour les racheter. Donc voilà, c'est une différence majeure. Sur l'énergie, justement, cette question, dans un monde mondialisé, si vous fermez nos frontières, comment empêcher que d'autres, comme les pays africains ou d'Amérique du Sud, coupent les robinets pour les matières premières ou les métaux rares comme le lithium que notre pays n'a pas? Mais je ne ferme pas les frontières. Je surveille les frontières. Et je dis que désormais, ça sera immigration zéro. Ça ne veut pas dire que je m'enferme dans une forteresse. Ça, c'est un mythe qui n'existe pas. Maintenant, les Africains, je leur rends service, car je cesse de leur prendre leurs élites. Je cesse de prendre les médecins maghrébins qui seraient bien plus utiles en Algérie. Je cesse de prendre les élites africaines qui seraient bien plus utiles pour développer les pays d'Afrique. C'est en fait une mesure d'aide à ces pays, beaucoup plus que toutes les autres. Alors, prolongation, autre question, mais qui est un peu dans la suite de votre raisonnement. Vous parlez d'immigration zéro, vous venez de le faire à l'instant. Comment inciterez-vous les Français à faire les métiers qu'ils refusent de faire aujourd'hui? Par exemple, dans les métiers du bâtiment, dans les métiers du ménage. D'abord, je vous répète, il ne faut pas exagérer cette idée-là. Pour vous donner un autre ordre d'idée, vous savez, le taux d'activité des populations étrangères extra-européennes n'est que de 45%. C'est-à-dire que leur taux d'inactivité des gens en âge de travailler, entre 15 et 64 ans, est de 55%. Vous voyez, on a de la marge. C'est pas les étrangers qui viennent travailler, faire le travail que les Français ne peuvent pas faire. Ça, c'est un mythe largement du passé. Je pense que effectivement, maintenant, dans certaines activités très précises, je reconnais que pour l'instant, les Français ne veulent pas travailler, mais c'est très rare. Et dans ce cas-là, nous sommes en Europe. Nous ne sortons pas de l'Europe. Il y a les travailleurs européens, il y a les Polonais, il y a les Roumains, et ça, il n'y a pas de restriction pour eux. Donc ça réglera largement la question. Une question sur le rapport entre la France et l'Allemagne. Je la cite comme elle est écrite. Allez-vous arrêter cette folie de la coopération avec l'Allemagne pour le SCAF, l'avion de combat du futur, ou le char de combat et canon de futur, sachant que nous sommes perdants à 100% dans cette coopération? Ce monsieur n'a pas tort. En tout cas, je demanderai à l'Allemagne d'éclaircir sa position. Nous avons de multiples problèmes, c'est-à-dire que les Allemands ont tendance à considérer que ce qui est à eux est à eux et ce qui est à nous est à eux. Et que j'en ai discuté avec pas mal de responsables. Ils voient surtout l'association avec la France pour une occasion pour acquérir les compétences qu'ils n'ont pas, en particulier dans l'aviation militaire. En plus, il y a un nouveau problème, c'est qu'avec la nouvelle coalition allemande, et en particulier les Verts, ils ont mis dans leur contrat de coalition le fait que toutes les exportations d'armes dans lesquelles il y aurait des composants allemands devraient avoir l'autorisation du Bundestag, du Parlement allemand. C'est absolument inadmissible pour la France. Donc, effectivement, nous demanderons aux Allemands d'éclaircir tout ça. Et si nous avons bien compris, nous nous retirerons
du SCAF. S'ils ne peuvent pas nous donner les garanties que nous attendons, nous nous retirerons. Vous savez, ce n'est pas la première fois. Vous vous souvenez de l'histoire de l'Eurofighter et du Rafale. Du Rafale. Nous nous sommes retirés de l'Eurofighter. Je vais vous donner, d'abord, vous savez que l'Eurofighter ne se vend pas et que le Rafale a un succès fou à l'exportation. Mais surtout, je tiens à vous dire que le Rafale, l'Eurofighter, a coûté plus cher à chacun des États parties prenantes que le Rafale, à la France. Donc vous voyez, il ne faut pas toujours croire que c'est mieux quand on est plusieurs. C'est bien quand on est plusieurs parfois, quand on fait des coopérations, mais c'est bien aussi quand on est seul et quand on a les compétences. Merci Éric Zemmour, le temps imparti est écoulé. Merci beaucoup d'avoir été Merci à vous. le dernier invité de cette rencontre Merci. avec le contrôleur. Merci à vous.